Bonjour et bienvenue à cette présentation sur les formats d'images et surtout les failles de sécurité qui leur sont liées. D'abord, nous allons commencer par parler rapidement des différents formats d'images euh, et de ce qu'ils impliquent. Donc, on utilise plein de formats différents pour stocker des images en fonction des besoins. Donc, on peut en citer une dizaine comme ça qui seront les plus courants. Donc, forcément, les JPEG ou JPG, qui veulent dire Joint Photographic Expert Group, les PNG, Portable Network Graphics, aussi les GIF, les TIFF, PSD, PDF, EPS, AI, INDD, SVG, qui sont pour cela moins courants, excepté le PDF que l'on retrouve très fréquemment. Les autres sont moins courants et sont plus spécifiques. Euh, il est important de savoir qu'il existe deux manières de stocker des images en mémoire. On va parler d'images matricielles ou d'images vectorielles. Donc pour les images matricielles, en fait, c'est assez simple, hein. Il s'agit simplement d'une matrice qui contient tous les pixels de l'image. Donc le problème, c'est que ça va être déjà assez lourd à stocker sur des très grosses images avec une très grosse définition, donc beaucoup de pixels, ça peut vite devenir très lourd. Et, euh, et surtout, ça ne permet pas d'avoir une résolution adaptable, c'est-à-dire que l'image à la taille qu'elle a, et dès qu'on essaie d'en changer sa taille, notamment pour l'agrandir ou tout ça, les proportions ne seront pas conservées et la qualité de l'image va se dégrader très rapidement. Dans un second temps, on a aussi les images en fait vectorielles qui justement elles permettent cette souplesse pour redimensionner les images tout en conservant une très bonne qualité et qui elles sont en fait simplement représentées sous forme de pour simplifier sous forme de vecteurs, c'est-à-dire qu'on ne va pas garder chaque pixel tel quel en mémoire sous forme de matrice, mais on va vectoriser l'image, on va la garder sous forme de vecteur, ce qui permettra en fait à l'ordinateur de calculer l'image en fonction de la taille qu'on demande en sortie. Après vous avoir parlé donc des formats d'images et de la manière dont elles sont stockées, et maintenant s'attaquer au cœur du problème, donc concrètement, en quoi ces images peuvent représenter des failles de sécurité dans nos systèmes. Et surtout une faille de sécurité en fait en réalité pour l'utilisateur quotidien. Donc prenons un exemple, imaginons que vous travaillez pour une banque, que vous deviez gérer les comptes de vos clients, et que donc vous avez accès, quand vous êtes connecté sur l'interface, sur le site, l'interface de votre banque, vous avez accès à tout un tas d'options pour gérer le contenu financier ou l'existence de certains comptes bancaires. Dans un même temps, vous avez votre boîte mail ouverte à côté, vous recevez un mail, vous voyez l'objet, ça ne vous semble pas mal écrit, vous décidez de cliquer en vous disant que au pire, même si le mail est louche, si vous trouvez le mail louche, il vous suffira de ne cliquer sur aucun lien, et que comme ça, vous éviterez tout problème avec un virus et une intrusion potentielle. Vous cliquez donc sur le mail, une image s'affiche, il n'y a pas de lien, le message vous semble un peu bizarre, vous vous dites que c'était probablement un mail de phishing raté, mal fait, vous fermez le mail, vous n'y voyez pas de problème. Le lendemain, vous vous rendez compte que la plupart des comptes de vos clients ont été vidés. La question c'est qu'est-ce qu'il s'est passé? Vous l'aurez compris, comme on parle ici de failles de sécurité liées au format d'image, c'est effectivement lié à l'image qui a chargé votre navigateur lorsque vous avez cliqué sur le mail. Et en fait, c'est bien ça, c'est bien là le problème, c'est que contrairement aux liens dans les mails de phishing où il vous suffit entre guillemets de comprendre que c'est un mail de phishing et de ne pas cliquer sur ce lien, les images font que dès lors que vous cliquez sur le mail, elles sont chargées par votre navigateur et peuvent en fait exécuter du code malveillant sur votre ordinateur. Alors on verra juste un peu après comment ça fonctionne exactement, mais ce procédé est appelé CSRF ou Cross-Site Request Forgery et est en fait simplement une, une forme d'injection de code en fait dans votre ordinateur qui va exécuter du code. Le but est donc d'injecter un code malveillant sur votre ordinateur et de le faire s'exécuter pour bénéficier lors de l'exécution de ce code de notamment vos droits administrateurs. Si on reprend l'exemple par exemple d'un employé dans une banque euh, qui du coup dispose forcément de droits pour gérer les comptes de ses clients. Euh, donc cette pratique est très répandue, c'est pour ça qu'on retrouve notamment beaucoup de boîtes mail, particulièrement Outlook, qui est une boîte mail très utilisée dans le monde professionnel, qui propose de bloquer les images, en fait, qui ne charge pas les images tant que vous n'avez pas déclaré que l'utilisateur était digne de confiance. C'est-à-dire que dès qu'un nouvel utilisateur vous envoie un mail, les images ne s'affichent pas, il faut d'abord que vous le déclariez comme quelqu'un que vous connaissez, en qui vous avez confiance. Et cela évite donc notamment de cliquer malencontreusement sur un mail,
et d'avoir une image qui charge et qui injecte du code. Maintenant, au niveau de comment ça fonctionne concrètement, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas à proprement parler dans l'image, c'est pas à proprement parler l'image en elle-même qui va exécuter le code. En fait, il existe tout un tas de librairies qui permettent à votre ordinateur de charger l'image, en fait, de la décoder, c'est-à-dire de prendre l'information, les octets qui lui sont fournis et de les décoder pour afficher l'image comme souhaité. Il y a tout un tas de librairies en fait qui permettent à votre ordinateur de faire ça. Et donc chaque navigateur ou application utilise plus ou moins les mêmes librairies, mais il y en a des communes, et par exemple pour les images PNG qui sont libres de droit, il y a eu en 2004 en fait une faille repérée par une société danoise qui s'appelait Secunia, qui en fait avait repéré des vulnérabilités dans ce qui s'appelle la libPNG. C'est en fait la librairie qui était utilisée par des moteurs de recherche comme Mozilla Firefox par exemple pour décoder ce format PNG. Et en fait, cette faille de sécurité permettait si en- en manipulant votre image, de créer un buffer overflow lors du chargement de l'image sur le PC de l'utilisateur qui charge l'image, et donc en fait d'exécuter du code de manière discrète dans des zones mémoire où vous n'êtes pas censé avoir accès. Donc en fait, on voit que le problème lié au format d'image vient surtout de la manière dont sont décodés les formats d'image, c'est-à-dire pas tant de la manière dont les données sont stockées en soi, mais surtout de la manière dont elles sont décodées et interprétées par votre ordinateur derrière. Et donc c'est souvent, le problème vient souvent des librairies, donc là c'était la libPNG, il y a eu des problèmes similaires sur le format TIFF en 2018, il y avait eu pareil en 2004 aussi également des problèmes sur la librairie qui permettait de décoder les formats JPEG. Euh, En général, heureusement, ces failles sont détectées assez rapidement et sont surtout très vite patchées parce qu'on touche à un domaine qui touche absolument tout le monde en fait. Tout le monde charge des images tous les jours sur son ordinateur. Le fait qu'on puisse effectuer un chargement sécurisé d'une image est un besoin primordial pour chaque utilisateur lambda, pour chaque particulier, mais surtout aussi pour chaque entreprise. Je vais maintenant revenir sur l'explication de concrètement comment ça marche, comment on cache du code malveillant dans une image. Donc très rapidement, et pour pas trop alourdir le propos, on va parler de la méthode la plus courante et la plus simple, c'est la méthode du least significant bit. C'est-à-dire que dans une image, on va avoir des millions et des millions en fait de bits pour, qui constituent la donnée de l'image. Et on va modifier en fait la valeur des bits de poids faible, des pixels redondants en fait simplement. Et c'est là-dedans en fait qu'on va cacher notre code et qui du coup va être extrait dans la manière dont l'image sera calculée par l'ordinateur après. Bah, ce code-là sera forcément extrait. Et en final, on ne va rien en voir dans l'image parce qu'on va modifier simplement quelques bits par-ci par-là de manière très éparse sur des millions en fait. Donc visuellement, il n'y aura pas de différence pour l'utilisateur, mais on peut avoir camouflé grâce à la méthode du least significant bit un code dans l'image en fait qui va se charger. Alors ça ne se fait pas non plus comme ça, il faut aussi connaître concrètement, il faut aussi être capable de savoir comment l'image va être décodée et va être calculée par l'ordinateur. Mais pour quelqu'un, c'est-à-dire ce n'est pas forcément accessible à tout le monde, mais pour quelqu'un d'averti qui s'est renseigné là-dessus et qui a accès aux fichiers notamment de la libPNG, parce qu'on parlait de la libPNG, et qui sait comment ça fonctionne et qui a trouvé la faille dedans, si on sait comment l'image est décodée, c'est tout à fait possible en fait d'encoder son code, si on peut dire, de cacher son code dans une image, en sachant très bien que lors du calcul de l'image, en fait, l'ordinateur va exécuter, entre guillemets malgré lui, notre code malveillant. Voilà. Pour finir sur un ton peut-être un peu plus léger, on peut aussi remarquer que sur les formats d'image, certains, la plupart même, en fait, si on prend par exemple les plus courants JPEG et PNG, que vous avez forcément tous vu à un moment ou à un autre lors de votre utilisation d'un ordinateur, euh, sont des formats en fait qui n'enregistrent pas forcément les modifications. C'est-à-dire que si vous êtes un artiste, un créateur, et que vous créez une image, que vous la publiez, que vous la laissez comme ça sur Internet ou que vous l'envoyez à quelqu'un, il va pouvoir la modifier, se l'approprier d'un point de vue informatique. Et en fait, sans forcément laisser de traces de ça. C'est des traces qui soit ne sont pas enregistrées par le format d'image, soit qui peuvent être facilement effaçables dans certains cas.
Euh, de ce côté-là, on remarque que le plus sécurisé d'un point de vue propriété de l'image, ça va être le format PDF, qui permet notamment de le mettre en lecture seule et d'interdire les modifications, mais qui permet aussi en fait de garder une trace de chaque modification, c'est-à-dire que même si on utilise un éditeur de PDF, ça va laisser des traces informatiquement, donc c'est toujours possible de retracer qui a créé le fichier à l'origine, qui l'a modifié, comment il a été modifié, voilà. Donc c'est plus léger que les exemples qu'on donnait précédemment de cross-site request forgery de CSRF. Ça paraît moins grave comme ça de se faire voler une image que de potentiellement être responsable d'une grosse perte pour son entreprise parce qu'on a cliqué sur un mail. Mais ça reste un effet important. Il vaut mieux utiliser les PDF pour être sûr de conserver la propriété de son image. Je vous remercie de nous avoir écoutés pour cette présentation sur les formats d'image et leurs failles de sécurité.